أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour faire un peu le récapitulatif des événements majeurs de notre pays, à commencer par 2025 jusqu'à 2026, où nous sommes actuellement. Voilà. La situation de la Guinée ne font que la situation économique et sociale, voire même politique, ne font que s'empirer. Depuis l'arrivée de ce groupe au pouvoir, nous avons des sérieux problèmes à s'en sortir. Oui, il faut se dire vrai, bien qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes sur qui on pouvait compter pour le décollage de notre pays dans le cadre du développement ou même vers l'émergence, cette jeune aujourd'hui est la couche la plus fragile. Oui, la couche qui reste attachée au gain facile. La couche qui veut rester sous les climatiseurs alors que elle constitue la force motrice du décollage économique et du développement de tout pays. Si je pouvais dire, c'est la pierre angulaire de tout développement d'une nation, la jeunesse. Cette jeunesse aujourd'hui, disons-nous la vérité, il est déplorable de voir une jeunesse telle que celle de la Guinée aujourd'hui. Chacun s'accroche aujourd'hui à son petit smartphone, voilà, pour faire les éloges de ceux-là qui sont à un niveau élevé, pour qu'ils puissent les faire tomber des miettes, pour lesquels ils continuent de gober toutes sortes de mensonges. Et voici pourquoi aujourd'hui, la Guinée ne va pas se développer. Quand ils rentrent, nous qui avons fait un peu d'aventure, nous qui sommes en aventure, dans la plupart des pays, et selon les lectures que j'ai faites chaque fois, dans la plupart des pays, franchement, quand tu comptes le nombre d'entrepreneurs, tu comptes le nombre de riches, c'est généralement des jeunes qui ont des grands projets, qui se battent pour leur avancement, qui parfois ne dorment même pas à cause de l'ambition qu'ils ont. Mais regardez, j'ai beaucoup remarqué, nous les jeunes qui sont à l'extérieur, qui nous débrouillons à l'extérieur avec les autres jeunes qui ont évolué dans leur pays, qui ont toutes les opportunités de pouvoir implanter une entreprise digne de nous. Nous voyons aujourd'hui que les jeunes qui sont en Guinée, généralement, sont les plus engraissés. Ils ne sont pas engraissés parce qu'ils ont des comptes remplis d'argent, non. Ils ne sont pas engraissés parce qu'ils vivent des conditions les meilleures que nous, non. Ils ne sont pas engraissés parce que réellement toutes les situations économiques de leur famille, sanitaires et autres sont résolues, non. Ils sont engraissés, c'est parce qu'ils ont des ambitions limitées. Ils sont engraissés parce qu'ils préfèrent vivre le jour au jour. Voici pourquoi aujourd'hui, la Guinée ne pourra pas décoller. Il faut se dire la vérité. Sinon, quel est ce jeune qui va rester dans un pays immensément riche, qui a une potentialité économique énorme, qui d'ailleurs peut être cité parmi les 5 pays de l'Afrique à cause des ressources du sous-sol, la potentialité agricole et des ressources hydriques. Et que ce pays-là, tu vois les gens qui se disent aujourd'hui, jeunes que vous, en train de traîner ce pays-là dans la boue et que tu sois engraissé de la sorte.
Voici la grosse question qu'il faut se poser la plupart du temps. Moi, je me dis que le problème de la Guinée aujourd'hui n'est pas lié à ceux-là qui sont en train de diriger la Guinée. C'est parce que c'est lié à des jeunes qui les acceptent, oui, dans leurs bêtises. Il faut se dire la vérité. Vous voyez des personnes incompétentes qui ne savent même pas même implanter un seul projet. Même formuler sur un papier, il ne serait-ce que ça, un projet digne de son nom ambitieux. Et vous continuez à les applaudir. Ils ne vous accompagnent pas pour la création, s'il faut dire, des entreprises. Ils ne vous accompagnent pas pour le financement de vos projets. Et vous continuez à applaudir. Parce que tout simplement, on vous donne des miettes qui vous permettent de manger aujourd'hui et de tendre la main demain pour en recevoir. Comment est-ce qu'un jeune peut vivre dans ça? Et tout le monde aujourd'hui court vers la fonction publique. Parce qu'ils savent pertinemment qu'au niveau de la fonction publique, il n'y a pas assez de travail à part les enseignants qui souffrent le jour au jour pour pouvoir faire quelque chose, faire avancer de façon intellectuelle le pays. À part ces enseignants-là. Tous ces autres, ils vont beaucoup m'excuser. Franchement, d'autres travaillent, hein. Certains travaillent qui ont de la technicité travaillent. Mais la majorité, je peux dire plus de 80% de ces jeunes qui affluent aujourd'hui la fonction publique ne font rien. Ils passent toute la journée assis derrière les ordinateurs et sous les climatiseurs et le soir, ils se déplacent, ils viennent dans leur maison. Et c'est fini. Pas autre ambition, se permettre de dormir jusqu'à 7h, 8h et ils vont au travail. Ils n'implémentent rien sur un papier pour dire que voici le projet futuriste que j'ai et comment je dois évoluer. Et tant que tu n'as pas ce genre de projet, je vous le dis, tu pourras continuer à dormir et tu dormiras bien. Tu seras engraissé comme un cochon. Mais la faim, on travaille jusqu'à un certain niveau. Le corps a de l'énergie jusqu'à un certain niveau. Dès que ce niveau dépasse, tu n'as plus la sens d'évoluer comme tu devrais évoluer. Tu n'as plus la sens, même si tu as vraiment la motivation, mais l'énergie ne te permet plus. C'est pourquoi il est temps pour la jeunesse de se battre, de se lever, d'être sur le terrain, sur tous les fronts, pour pouvoir réussir, grimper la montagne et être au chemin. Mais hélas, on se contente de tout cela. Les samedis, ils se retrouvent, on fait l'été et puis ça va. Ça va. Est-ce qu'un pays peut se développer comme ça? Ce ne sont pas des vieux qui ont de la peine même de sortir à la maison avec leur canne qui vont faire développer le pays. C'est la jeunesse qui doit le faire. Et si cette jeunesse n'a pas d'ambition, comment le pays va évoluer? C'est la raison pour laquelle on continue de les traîner dans toutes les boues aujourd'hui, mais ils ne disent rien, ils continuent d'applaudir. Tu vas voir quelqu'un, tu le demandes, il va dire, le président Mamadi est en train de faire ceci, est en train de faire cela. Mais tu vas lui demander le projet qu'il est en train de faire, quel est l'impact de ce projet-là sur la population et sur toi-même. Il ne pourra pas t'expliquer. On se contente des maisons construites. On dit que la Guinée avance. On se contente de quelques goudrons de mètres, de quelques mètres. On dit que la Guinée avance. La Guinée n'avance pas. La Guinée n'avance pas. Dans un pays où il n'y a même pas de ministère d'économie, parce que c'est tout chaque fois dit, ministère de l'économie et des finances. Il n'y a que de ministère de finances, parce que nous sommes à perpétuelle recherche de financement pour nos projets. Mais nous ne sommes pas en perpétuelle implantation des projets économiques, ça veut dire des entreprises pouvant nous permettre de raisonner de revenus. Nous ne sommes pas là pour cela. Et s'il y a des projets économiques, ces projets économiques sont gérés par les étrangers. À savoir des projets miniers et autres. Tout est géré par les étrangers. Et
Voyez maintenant, les produits que les étrangers n'ont pas besoin en Guinée, ou bien les étrangers n'investissent pas en Guinée, dans lesquels les étrangers n'investissent pas, où sont ces projets-là en Guinée? Les projets d'agriculture sont abandonnés. Ce sont ces projets-là qui pouvaient nous permettre, avec la chaîne des valeurs, de créer des marchés modernes, qui sont aussi des projets économiques, de créer des usines de transformation, de créer des autoroutes ou bien des chemins de fer pouvant faire écouler des produits agricoles sur des marchés urbains, d'autres marchés à l'extérieur qui pourraient nous permettre de créer d'autres ports ou bien qu'on appelle d'aéroports pour les cargos qui viennent prendre nos produits. Ce sont des projets économiques, cela. Mais nous n'avons pas de projet économique. Et regardez leur programme au Simandou qu'ils ont fait. Un gouvernement s'est dit que nous avons besoin d'un financement de 200 milliards de dollars pour 15 ans. Maintenant, les 200 milliards de dollars, ils ne te diront jamais comment le gouvernement fera pour pouvoir payer tel pourcentage. Est-ce que le gouvernement est capable de payer un tel nombre de pourcentage, quelque chose de 80%, et le reste peut être financier? Il n'est pas mal de se faire endetter. Mais si l'endettement profite réellement au projet économique du pays. Mais cela ne se fait pas. Donc, ces 200 milliards, si ça ne vient pas d'ailleurs, ça veut dire que la Guinée ne va pas bouger. Tout ce qu'on gagne, les rentes minières et autres, la population n'ont aucune importance, n'ont aucun impact sur la population. Regardez les populations de Beila aujourd'hui. Regardez, leur vie est devenue pire qu'avant. Regardez les populations de Bokeh. Leur vie est pire que lorsqu'il n'y avait pas de projet minier. Regardez les populations de Sigiri. Ils ne sont plus avec leurs terres cultivables, tout comme les populations de Beila. Là où ils partaient pour faire abruter leurs animaux, les animaux n'ont plus cette place. Oui, surtout avec l'exploitation des minerais de fer qui va commencer, l'utilisation des produits chimiques toxiques qui vont se déverser dans la nature, les animaux vont toujours mourir. Aucun plan n'a été aménagé, aucun plan n'a été mis en place pour pouvoir faire déplacer ces enclos-là ailleurs pour que les animaux puissent survivre. Alors que vous, tous les Guinéens, vous savez, le coin s'appelle Simandou. Ceux qui comprennent la langue malinké connaissent ce que ça veut dire Simandou. Et nous qui connaissons d'ailleurs l'importance de la zone, nous comme nous qui sommes à Massanta et l'entourage et même jusqu'à Kankan, savent réellement ce que ça veut dire Simandou. Parce que nous savons que la zone là, jusqu'à l'entourage Beila, Massanta, tout, c'est la zone de production par excellence des produits alimentaires. Et si vous entendez ciment, ça veut dire nourriture. Dougou, ça veut dire terre. Ça veut dire que c'est une zone où il produit par excellence des produits alimentaires. Mais, hélas aujourd'hui, les populations sont abandonnées à eux. Aucun accompagnement de ces sociétés pour pouvoir booster les activités traditionnelles des paysans dans ces zones. Et d'ailleurs, c'est la destruction de leurs terres. Avec la mise en place de projets de chemins de fer et qu'on appelle les pilonnages qui vont commencer, qui vont détruire complètement l'écosystème, la faune et fleurs. Les animaux rares vont s'éloigner. La Guinée va rester sans ressources. Et les terres cultivables ne seront plus aussi, s'il faut dire, productives comme elles étaient avant. La population va se retrouver plongée dans une famille. Tout le monde va se lancer vers le projet le projet minier qui ne pourra pas employer tout le monde. Ce qui va
contribuer à l'exode massif, à l'exode rural massif des jeunes forces de travail vers les villes urbaines. Et d'autres vont se lancer dans les Méditerranées parce qu'ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de métier pour pouvoir travailler. Un projet qui devrait être un projet de décollage de notre pays, à travers les anciens principes que l'ancien gouvernement avait mis en place, si le projet était exploité de la sorte, le Guinéen dirait aujourd'hui Dieu merci. On n'aurait même pas besoin des rentes qui allaient venir de leur minerai de fer là, non. Mais les réalisations qui allaient se faire, les chemins de fer, double chemin de fer qui allaient se faire, et en plus les ports en eau profonde qui allaient se construire avec les dépôts de carburant, qui allaient accepter d'acquérir les grands bateaux qui ne pouvaient vous pivoter ou bien paviter que sur les eaux profondes, qui allaient accoster pour que les pays environnants puissent retrouver leurs produits et leurs carburants. Ça aurait nous avancé. Mais hélas, où nous en sommes aujourd'hui, des personnes à un péril crial sont venus s'accaparer du pouvoir. Ils se sont dit qu'ils sont capables de faire tout. C'est comme des personnes qui étaient assises devant le miroir, devant qu'on appelle un écran de télévision, en train de voir les choses en train de se réaliser, ils se disent que oui, nous aussi nous pouvons le faire sans pour autant tenter de le faire et sans même la compétence. C'est ce qui est en train de se passer. On a fait des mamelles autour du projet Simandou. Maintenant, où se trouve aujourd'hui le résultat? Quelle est la fin? On n'en parle même plus. Les campagnes ont été faites. Ce qui a été dépensé dans ce projet-là, et même, c'est-à-dire dans la publication de ce projet, est même plus que ce qu'on va gagner dans ce projet. Le fonds guinéen, l'argent du contribuable guinéen a été investi pour faire la publication ou bien la publicité de ce projet. Maintenant, quel est le résultat aujourd'hui? Alors que cet argent-là pouvait être utilisé pour au moins contribuer à la stabilisation des activités traditionnelles de la population riveraine. Chose qui n'a pas été faite. Chose qui n'a pas été faite. Et tu vois les fils des mêmes jeunes qui continuent d'applaudir encore. Je me pose la question, ils applaudissent alors pourquoi? Parce que eux-mêmes, consciencieusement, ils disent que quand ils travaillent, c'est pour mettre leurs parents à l'aise. Alors, ceux-là qui viennent pour déranger vos parents, ceux-là qui viennent pour détruire les activités traditionnelles de vos parents, des activités à travers lesquelles vous avez été toujours nourris, accompagnés dans les études, jusqu'à ce que vous finissiez, vous applaudissez pour ces personnes-là. Si ce n'est pas l'égoïsme de richesse d'un intérêt personnel. La jeunesse guinéenne devra se réveiller. Franchement. Le projet a été le projet d'anarque que la Guinée ait jamais connu. Ce projet-là n'apportera rien à la Guinée. Ça a été un projet qui a été vendu à la Guinée pour pouvoir se doter d'une sens de continuer encore à gérer le pays dans le faux. C'est ça qui était l'objectif du projet. Vous avez même vu successivement les événements qui se sont suivis. En même temps qu'on met en place ce projet d'anarque, il continuait à parler de la Constitution. Après avoir juré, non pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, qu'aucun membre du gouvernement et même du CNRD ne peut faire acte de candidature. On vient vous miroiter un projet de façade. Vous acceptez la conscience, vous trompez dans un mensonge qui ne dit pas son nom, pour que la constitution de mensonges, les torsions qu'ils ont mis en place, vous puissiez les accompagner
à faire voter cette constitution pour qu'il soit candidat. Et mais malgré tout, cette constitution a toujours mis des barrières pour ne pas que ces gens-là soient candidats. À l'article, je crois, 195 ou 199. Allez regarder. Tout ce qui a été dit pour que un soit candidat indépendant ou candidat sur une liste ou bien au nom d'un parti politique créé dûment pour être candidat ou bien pour participer à une élection, rien n'a été respecté. On vous a dit qu'on allait commencer de la base au chemin. On a commencé au chemin. On a juré et on a répété à plusieurs reprises qu'on ne sera pas candidat. On a été candidat. Et on vient pour mentir au nom du peuple, pour dire que le peuple même a payé la contribution et autres. Mais les lois sont là pourquoi alors? Les lois sont là pourquoi? On dit que ce sont les lois qui régissent la vie en société. Alors, pourquoi laisser les lois là et aller se focaliser sur la déclaration de fanfaronnade de certaines personnes qui sont à la recherche d'un intérêt personnel? Vous dites que ce sont ces personnes-là. Et ceux-là qui ne vous ont pas accepté, comment allez-vous faire? Parce que vous n'avez pas fait, comment on appelle un sondage, et même un sondage, vous n'avez pas touché la loi pour cela. Vous partez changer la constitution parce que des gens à la recherche d'intérêt personnel vous ont dit de vous présenter, qui n'atteignent même pas 1/1000 de la population de la Guinée. Vous amassez les gens sur les places publiques, vous dansez, vous les distribuez quelques 50 000 et autres. Ils sont toujours aujourd'hui dans la souffrance. Et c'est ça un peu la situation de la Guinée, chers frères. Et de là, une autre situation encore vient pour empirer cette situation de la Guinée, cette situation économique, sociale, politique très difficile de la Guinée. La crise de liquidité. À leur arrivée, ils ont pensé que l'argent qui était là, qu'ils ont retrouvé, ne finirait pas. Donc, se sont mis à distribuer des véhicules, des maisons, chacun a pris sa part, ils ont enfui dans les sous-sols quelque part, de leur part, envoyé leurs parents à l'extérieur, tout. Certains même, leurs femmes, même pour la consultation prénatale, devraient aller qu'on appelle en Amérique, à l'extérieur, partout. Je connais, j'ai des photos des gens qui sont partis à l'extérieur. Pour cela, même les sœurs, les frères devraient aller, même s'ils ont maux de tête, ils devraient aller à l'extérieur pour l'argent du contribuable guinéen. Ils ont épuisé tout ce qu'il y avait, alors qu'il y avait des projets qui étaient là, qui devraient être financés. L'argent là était là pour cela. Je vous rappelle que avant le coup d'État, les comptes de tous les ministères étaient gelés en Guinée par le professeur Alpha Condé, qui attendait à ce que les experts de la Banque africaine de développement viennent pour évaluer ces projets afin de continuer. Tout cet argent, les gens ont retrouvé et se sont distribués. Ils ont fini et les projets sont là. Les entreprises sont recrutées. Comment les projets vont avancer? Et là, on se retourne vers les banques primaires. Vers les banques primaires. Les banques qui sont chargées de la distribution des liquidités entre les populations, les épargnants et autres. Vers les banques primaires qui détiennent les épargnes des opérateurs économiques du pays et même des particuliers, des ménages et autres. On se retourne vers ces banques-là. On les demande avec un taux très élevé de mettre à leur disposition
leurs réserves obligataires. Ils prennent un montant de 5 000 milliards pour un premier temps. L'argent est mis à la disposition des différents ministres. Mais ces sommes-là ne se trouvent pas dans un compte des banques, de ces ministres. Où sont parties ces sommes? Enfouies sous la terre quelque part dans leur maison, sous leur maison. Avec un décalage de lancement de projet. Un décalage de lancement de projet. Imaginez 5 000 milliards déjà enfouis quelque part. Et il y a un décalage de lancement de projet. Ces gens ne font pas, l'argent là n'est pas dans la circulation. Qu'est-ce que ça va créer? Alors que la masse monétaire est bien calculée, celle qui doit être en circulation pour que les gens se partagent sans avoir de difficultés. Il y a un décalage de lancement des projets. Les crédits sont alloués à ces ministères. Ces ministères ne sont pas bancarisés. Les sommes tombent dans les mains des ministres et leurs DAF et qui sont enfouis dans les coffres forts quelque part sous la terre, qui ne sont pas en circulation. Ça crée ce qu'on appelle un déséquilibre monétaire en circulation, un déséquilibre de liquidité en circulation. Parce que cette masse monétaire est bien calculée. Et de là, la population commence à avoir des difficultés. Tu pars, ce qu'on devrait te donner, on trouve que ça, il n'y en a pas. L'État n'a pas encore remboursé. Et ce que l'État a pris ne se trouve pas en circulation. Et qui étaient les réserves. Ce qui veut dire l'argent des opérateurs économiques, des particuliers, des ménages, qui ont besoin régulièrement pour faire leur achat, pour faire leur business ou pour faire leur achat de consommation et qui n'arrivent pas à les retrouver. Ainsi, cela a créé une spéculation. Pas d'argent dans les comptes, pas d'argent dans les banques. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, les opérateurs économiques, ou bien des gens qui travaillent avec l'argent? Le paix qui tombe dans les mains des gens, des opérateurs économiques, eux aussi ils gâtent dans leur coffre-fort. Pour ne pas qu'un jour, pendant que tu as besoin d'1 milliard, on te donne 1 million, on te dit il faut venir encore demain prendre 1 million. Alors que l'affaire n'attend pas, l'affaire est courante, l'affaire n'attend pas. Toi, ton affaire n'attend pas. Mais toi, l'argent qui doit faire circuler cette affaire, on te dit que tu ne pourras pas retirer. Ainsi, les opérateurs économiques ont leur plan. Dis bon, le peu que nous avons, faisons circuler ça entre nous. N'amenons plus ça à la banque. Voici cette crise de liquidité. Et ils ont besoin de payer les fonctionnaires. Chaque fois qu'on donne les chèques, chaque fois qu'on vire ces fonctionnaires dans les banques, ils vont, il n'y a pas d'argent. Chaque fois que quelqu'un a besoin de son argent à la banque, il va, il n'en a pas. Ceux qui ont des relations étroites avec les banques, qui sont associés à ces banques, arrivent à retirer leur argent. Et dès qu'ils retirent, ils ne retournent plus l'argent. Hein. Ils gardent par dévers. Parce que leur activité ne doit pas attendre. Et les ministres qui ont l'argent là dans leur compte, dans leur coffre fort, qui ne se trouvent pas sur la circulation, ils ne sont pas dans les affaires. Pour qu'ils puissent faire circuler l'argent rapidement. Et ils font sortir peu à peu pour la consommation. Et la consommation, l'argent de la consommation ne correspond pas à l'argent de business. Voici ce qui a fait que nous sommes plongés dans cette crise. 1. L'allocation des crédits à des ministères avant la date de lancement des projets et la non-bancarisation de ces crédits au niveau des différentes banques primaires. Voici ce que ça fait. Et en plus, la spéculation que cela a créée, quand les uns et les autres ont tenté pour une première fois d'accéder à leur dû auprès des banques
pour pouvoir faire fonctionner leur business et qu'il n'y est pas arrivé et qui a poussé ces personnes-là aussi à prendre une position que chaque fois qu'un montant tombe dans leurs mains, ne doit plus retourner à la banque parce qu'ils risquent de ne plus avoir l'argent pour pouvoir continuer leur activité. Voici comment la crise est venue. Et ils peinent aujourd'hui à résoudre la crise. Ils pensent que l'argent se trouve dans les coffres forts des commerçants. En oubliant que eux-mêmes, ils ont pris des crédits, ils ont fait des allocations, l'argent ne s'est pas retrouvé dans les banques. Baouri a signalé. Baouri a signalé. Je n'aime pas Baouri, hein. Je le déteste parce qu'il a été le pire des premiers ministres depuis que la Guinée est créée. Tous ces meurtres-là, toutes ces tueries-là, tous ces kidnappings-là, Baouri a prédit avant qu'il ne soit Premier ministre. Dans une interview, je crois avec Film FM ou bien quoi, à l'époque, ces radios fonctionnaient. Je ne peux pas me permettre ici d'envoyer la... Ça va me prendre du temps, sinon vous alliez écouter. C'est-à-dire, c'est comme si c'est lui qui a élaboré tout simplement, même leur participation aux élections, tout, c'est comme si c'est lui qui a élaboré tout les plans. Parce qu'il en a parlé avant le jour. Donc, voici aujourd'hui ce que ça nous a donné comme cette situation. Et en plus de cette crise de liquidité, les Guinéens vivent aujourd'hui dans une terreur totale. Nous sommes en train de revivre les temps des années 60. Les murs ont des oreilles. Imaginez. Imaginez qu'un journaliste et investigateur, des lanceurs d'alerte, qui sont d'ailleurs payés dans certains pays, qui reçoivent des grandes récompenses dans certains pays tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres, quand ils arrivent à dénoncer et qui se révèlent exactement ce qu'ils ont dit, reçoivent des récompenses à la lumière des montants détournés qu'ils ont dénoncés, qu'ils ont déclarés, qu'ils ont dénoncés. Ces journalistes se permettent de nous parler de la disparition des tonnes d'or qui n'avaient pas été accumulées par ces impéries au pouvoir aujourd'hui et qui les ont déplacés à leur propre fin. Ces derniers, puisqu'on ne pouvait pas mettre main sur lui, on va en mettre main sur son père qui se trouve aujourd'hui disparu. Un vieux de plus de... Maintenant, il a plus de 80 ans. Parce que quand on l'arrêtait, il avait 79 ans. Un autre qui s'y serait extrait de leur situation, qui les avait accompagnés jusqu'à un certain niveau, qui avait dit le jour qu'ils vont dérailler, il va les quitter, qui les a quittés, qui s'est mis dans sa peau d'activiste. Aussi, on parle, lui, ramasser tous ses enfants, des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui devraient être aujourd'hui à l'école, même son jeune frère qui était gendarme. La jeunesse guinéenne, malgré tout, on continue d'applaudir. C'est-à-dire quoi? Vous avez un fou fureux qui s'est attribué un nom et une fonction qui croit être éternelle. Le nom président et la fonction premier dirigeant d'un pays jusqu'à la fin de ma vie. Cette personne
pour ces noms et ces fonctions qui viennent de s'attribuer, avec ces entes qui ne font que piquer les gens un peu partout, ce fou furieux qui s'est muni de toutes les armes dangereuses de la cité, à savoir les coupe-coupe, les picasses et autres, se permet de marcher dans toute la cité à écouter les gens. Celui qui dit tel, contrairement à cette fonction qui s'est attribuée et ce nom qui s'est attribué, cette personne se trouve en danger. Et la cité, au lieu de se donner les mains pour mettre la main sur ces fous furieux qui ne fait que jeter ses dévolus un peu partout, on se permet de l'applaudir. Il passe de porte en porte. Il a commencé par les activistes de la société civile qui sont portés disparus. Des griots ont été portés disparus. Des féticheurs portés disparus. Des imams ont été, s'il faut dire, menacés. Certains politiciens qui croupissent en prison, d'autres en sont morts. Des militaires qui pouvaient faire l'histoire de notre pays à un temps donné sont aujourd'hui en train d'être décimés petit à petit. Malgré tout, cette jeunesse qui se veut consciente continue d'applaudir ces fous furieux. Et à chaque fois qu'on atteint à la vie de quelqu'un, c'est cette jeunesse qui se met dans sa peau d'hypocrite pour sortir des arguments qui n'ont ni queue ni tête. En accompagnement de ce fou furieux. Quelqu'un, psychopathe, paranoïaque, qui a peur de tout ce qui peuvent s'approcher de la fonction dont il s'est attribué et du nom qui s'est attribué. Et pour cela, tout ce qui parle de cette fonction et de nom-là, il est tenu obligé d'engager ces entes qui vont piquer cette personne et le décimer avec les armes dangereuses qu'on a mis à sa disposition. Malgré tout, cette jeunesse moribonde, qui ne cesse pas à voir la direction du vent, continue d'applaudir. Quand est-ce que nous allons nous en sortir? Une jeunesse devrait se dire, je m'en fiche de la façon dont on fait la politique, je continue sur mon projet. Je dois réussir. À 40 ans, je dois être à tel niveau. À 50 ans, je dois être à tel niveau. Ceux qui sont dans le cadre d'études, je devrais avoir mon doctorat, je devrais avoir mon master 2, je devrais être à tel niveau. C'est ce qui devrait être notre ambition. Et ceux qui sont des travailleurs techniques et autres, je devrais développer, je devrais être capable de créer quelque chose dont je détiens moi sur le brevet. On ne le fait pas. Chacun essaie de jubiler sa petite chose, 4, et essaie d'avoir de l'argent pour aller s'adocher dans la maison. Toute notre lutte aujourd'hui se résume, tout notre combat aujourd'hui pour la vie se résume ici à la recherche de gains faciles et à la satisfaction de notre libido. Est-ce qu'on pourra avancer avec de telles situations dans un pays? Imaginez, tellement que les gens sont prêts à terroriser la population, on est capable de perforer les toits de certaines maisons pour pouvoir cueillir certains activistes de la société civile qui se soucient de la population et qui disent les vérités par rapport à la population. À l'image de Abdoul Sako. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Les journalistes et investigateurs qui ont décidé de ne pas s'allier à cette cause malversante
sont obligés de fuir le pays au risque de périr dans la cassette en prison, tels que Marwan et d'autres qui ont fui les Babila, les Abdul Latif et tant d'autres. Alors, si vous contribuez à la fuite des cerveaux du pays, le jour que vous aurez besoin des mémoires pour vous rappeler du passé de votre pays, vous n'aurez plus rien. Parce que personne ne serait là à vous raconter. Et personne ne l'aurait écrit et gardé pour l'histoire de vos enfants. Si vous contribuez à la fuite des journalistes qui révèlent les secrets les plus cachés, le jour que les bandits descendront dans vos maisons, cueillir vos familles, les faire disparaître dans l'ombre, il n'y aura personne pour crier sur les réseaux, il n'y aura personne pour crier sur les médias afin de dénoncer les faits ou bien d'informer la population. Cela est unique. Si vous contribuez à la destruction de la politique, de l'opposition, vous n'aurez personne pour vous défendre pendant que la société est en train d'être décimée. Vous n'aurez personne. Il faut se dire la vérité. Alors, ces personnes, quel qu'en soit notre désamour envers elles, sont importantes dans notre société. Les connaisseurs, je voudrais parler de Sassan, des savants, sont importants dans notre société. Que ce soit ceux qui ont la connaissance militaire, que ce soit ceux qui ont la connaissance scientifique, que ce soit ceux qui sont des littéraires, qui ont la connaissance géographique et historique, que ce soit des grands économistes, ils sont importants dans notre pays pour pouvoir écrire des mémoires. Si vous vous rappelez de l'histoire de la Guinée aujourd'hui, de 58 et autres, parce que les mémoires sont là, de Samori Touré, de Alpha Yaya Diallo, de Lampi Mandin, de Lapi Soussou et autres, parce que les gens se sont permis d'écrire les mémoires qui sont restés là et qui nous permettent aujourd'hui de parler de ces faits-là comme si nous y vivons. Des journalistes, si vous avez des images aujourd'hui des temps de Sékou Touré, des reportages, des sorties de Sékou Touré, héroïques de Sékou Touré, c'est parce que ces journalistes étaient là, qui ont pu décrypter, qui ont pu vraiment parler de ces situations. Si vous parlez aujourd'hui de la Guinée, sortie comment on appelle, de parti unique, parce qu'il y a eu des opposants. Il y a eu des opposants qui se sont engagés dans ce chemin-là pour qu'on sorte de parti unique, qu'un parti ne fait pas de la Guinée de sa propriété privée. C'est grâce à ces opposants qu'on sache aujourd'hui critiquer, qu'on sache aujourd'hui comment le budget fonctionne, qu'on sache aujourd'hui comment les projets n'avancent pas et avancent et autres là. C'est grâce à ces politiciens-là, même si certains se disent aujourd'hui les détester à cause de leur intérêt. Je vais vous donner. Dans les années 1933, je crois bien, en Allemagne, la même chose s'est passée. On a brûlé les mémoires des gens, on a brûlé les documents et autres. Les intellectuels ont été chassés du pays. Certains se sont réfugiés. Certains se sont réfugiés aux États-Unis et autres, laissant place au vide. Les barbares, Hitler et autres, ils se sont crus meilleurs du monde à cause de leur fourberie, à cause
de leur situation de barbarie, ils ont plongé le monde dans une guerre mondiale qui a fait plus de 200 millions de morts. Tout cela, c'est parce que la tête ou bien les intellectuels ont laissé place aux barbares. Au Libéria, quand Samuel Kanyado est venu au pouvoir, les têtes du pays ont été pendues. 7 ministres, plus le président qui était là, Tubman, ont été tués. Quel a été le résultat? Charles Taylor est venu. On a tué Samuel Kanyado. Et le pays a été plongé. Il y a eu plus de 200 000 morts dans cette guerre. C'est pourquoi il est important que nous sachions que ces personnes, vous pouvez tout dire d'eux, mais ils sont importants pour notre société. Elles sont très importantes pour notre société. Pour la pacification de certaines situations. Vous-même, vous avez vu tout récemment, une situation qui a opposé des villageois à la frontière quelque part. Vous avez vu les gens qui n'ont que de recours à la force. Comment ils ont zibilé en plein milieu de Tombolia. Les forces se sont déplacées de Alpha Yaya. Une armada s'est déplacée de Alpha Yaya, qui a pris autoroute, que tout le monde a vu. Les forces spéciales qui sont déplacées de Kaloum, que tout le monde a vu. Samouri, tout le monde a vu. D'autres se sont déplacés de Kindia, Forekaria. Ils se sont rencontrés où? Au centre-ville, Tombolia, où ces personnes à impéri curial se zibilaient avec la fauche pour donner le drapeau. Vous allez pour défendre la République. Alors que ces gens qui ont dit que non, nous ne pouvons pas accepter, ils n'ont même pas pu déplacer les policiers guinéens qui sont partis sur la place. On déplace des milliers. Plus les soldats qui vont quitter la forêt, Zérekouré, Massanta, tout, ils vont tous se rencontrer à Guinée. Il y a eu des villageois, même du côté de la Guinée, ont fui leur village. Terreur. Élection. Vous avez vu, les avions de combat dans l'air, ça c'est une élection. Est-ce qu'on a la liberté de soi en ce moment? À partir du moment où on te pointe sous ta tête des mitrailleurs, tu as quel choix? Et après avoir fait tout cela, tous ces mamayas, vous avez vu leur cérémonie de parjure, parce que moi je n'appelle pas ça une cérémonie d'investiture, c'est une cérémonie de parjure. Comment ils ont fait dans leur cérémonie de parjure? Comment Conakry était cadré complètement? Vous avez vu? Les gens qui n'ont que de recours à la force. C'est comme ça va se passer. Une cérémonie est une festivité. Est-ce que pour une festivité, il faut faire sortir des chars de combat, des chars blindés, des voitures blindées, des hélicoptères en l'air, les drones? Pour cela, ce n'est plus une festivité. C'est un cirque. Ça devient un cirque. Où tout le monde est obligé d'accepter au risque de trouver la mort. Vous avez tous vu. Tout ça là, c'est pour vous effrayer. Tout ça là, c'est pour dire que nous sommes prêts. Nous allons vous diriger. Que vous voulez ou pas, nous allons vous diriger. Si vous dites le contraire, voici tout ce que nous avons pour vous anéantir, pour vous détruire. Vos sangs ne valent absolument rien pour nous.
Voici ce qu'ils sont en train de faire cibler. À vous de comprendre. Mais il reste à savoir, est-ce qu'il y a eu une force mondiale qui a pu arrêter la force de la population, la force du peuple? Non. Parce que vous-même, vous faites partie de ce peuple-là. Un élément des forces spéciales ne tirera jamais sur sa sœur dans la foule, ne tirera jamais sur son cousin dans la foule. Au contraire, si son cousin est tiré, il abandonne son arme. Il se retourne contre celui qui lui a poussé à tirer. Alors, la seule façon de sortir de ces cirques, c'est une révolte populaire. Et la messe pour allumer cette révolte est dans les mains de la jeunesse. C'est pas nos mamans qui sont à la maison, qui d'ailleurs ne peuvent pas même se déplacer sans notre effort, sans notre aide aujourd'hui, qui vont le faire pour nous. Non. C'est pas eux, ou bien pas nos parents, leur avenir qui est en train d'être piétiné aujourd'hui. C'est les nôtres. Et les générations futures, même les enfants que nous sommes en train de mettre au monde aujourd'hui. À nous de comprendre. Aujourd'hui, les gens qui faisaient la gloire de l'armée guinéenne, les gens qui, à un certain moment, se sont sacrifiés pour la Guinée, qui ont mouillé la tenue pour la Guinée, qui se sont donnés à fond, oubliant leur famille, aller défendre le drapeau guinéen, dans des situations très difficiles, avec des personnes qui ne sont même pas en tenue parfois, qui viennent vers toi, qui peuvent anéantir ta vie. Des gens qui se sont battus pour donner de l'honneur à la Guinée. Ce sont eux qu'on est en train de décimer petit à petit. Et qui sont en train de les décimer? Il faut se poser la question. Des personnes qui n'ont aucun parcours militaire. Regardez dans cette armée d'aujourd'hui, là, les éléments de force spéciale, c'est des militaires de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Les Mamadi, quel est son parcours dans l'armée? Si ce n'est la trahison de son bienfaiteur qui l'a retiré dans la pauvreté cruelle, lui donner une fonction. Quel est l'autre parcours? Il est parti défendre la Guinée sous quel drapeau? Où? Où? Dites-moi. Et toutes ces bandes qui le suivent bêtement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Guinée? À commencer par les Bara Samboura, les Idi Amin. Dans quel fond? Dites-nous la vérité. S'ils ont de gloire aujourd'hui, c'est la gloire du fait qu'ils ont trompé leurs bienfaiteurs. Ces gens n'étaient pas connus. Ils n'étaient rien avant l'arrivée du professeur Alpha Condé. Absolument rien. Les Amara, ils sont partis où? Dans quel front? Des militaires à Papa. Dans quel front? Et voici aujourd'hui, ce sont eux qui continuent de décimer les militaires qui ont suivi les formations les plus rudes. Des militaires qui se sont engagés dans des combats des plus rudes pour défendre le drapeau de la Guinée. Koplan Pivi, où se trouve-t-il aujourd'hui? Sadiba Koulibaly, où se trouve-t-il aujourd'hui? Célestin Bilivogi, où se trouve-t-il aujourd'hui? Et tout récemment, Toumba. Où se trouve Toumba? Sans oublier d'autres qui se trouvent encore en prison. Ceux qui ont été enlevés dans l'ombre, on ne peut même pas compter. On ne peut même pas compter. Et la jeunesse est là, on continue d'applaudir. On est en train de vous décimer petit à petit. Il y a un qui disait que dans un groupe où quand tu parles, on te tue. Quand tu ne parles pas, on te tue. Mieux vaut parler et qu'on te tue
que de te taire afin de mourir comme un poussin. Parce que quand tu parles, on te tue, le dernier mot que tu dis va rester dans les mémoires des gens. Ils pourront se rappeler de cela. Cela fera que personne ne te brûlera à cause de ce dernier mot. Mais si tu n'as rien dit, on va dire que son dernier mot a été tel ou tel. Non. Personne, même tes enfants vont t'oublier. Mais ton dernier mot au moins résonnera toujours dans les têtes de tes enfants. Même de tes petits-enfants. Sékou Touré aujourd'hui. Tout le monde se rappelle de sa phrase célèbre. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Est-ce que nous nous étions nés? Non. Certains parmi nous, leurs mamans n'étaient pas nés, leurs parents n'étaient pas nés. Mais je rappelle aujourd'hui de ce mot. Il prononce même mieux aujourd'hui que Sékou Touré lui-même. D'autres même créent même d'autres phrases par rapport au même sens que ça. Mais chaque fois que le mot est prononcé, on se rappelle d'Ahmed Sékou Touré. Et si se taisait ce jour-là, et que la Guinée continuait toujours à être asservie, qui se rappellerait aujourd'hui de ce mot? Il serait mort avec ce qu'il y avait dans son cœur, qui devrait être une phrase libératrice de la Guinée. Alors, chers Guinéens, aujourd'hui, vous êtes plongés dans des situations criantes. 1. Avec la crise de carburant dans le monde, la fermeture du détroit d'Ormuz, vous le savez, et la fermeture de Bab el-Mandeb vers la mer Rouge là-bas, c'est ce qui est encore annoncé par les Houthis. Par les Houthis de rebelles de ce pays-là, de Yémen. Alors, 1. La Guinée ne produit pas ce qui peut la nourrir. Ça, c'est la première des choses. Une crise aujourd'hui, quand ça frappe le monde, les Guinéens vont mourir comme des poussins. L'agriculture, on a abandonné parce que les gens ne sont pas accompagnés dans leurs initiatives. Au moins, sans même transformer ces maniocs, on pouvait les manger crus. Au moins, même si on n'a pas de machine, on peut piler les riz. Les riz paddy, pour transformer en grains que nous pouvons préparer pour manger. Même si nous n'avons pas d'huile, on peut manger, nous n'avons pas de sel, on peut manger, qui peut manger, on peut manger. Alors la Guinée ne produit pas tous ces produits-là en quantité pour pouvoir nourrir la population. On est obligé de tout importer. C'est-à-dire nous sommes devenus un pays aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comme si des pays à l'opulence, quoi. Alors que nous sommes les plus pauvres. Les pays à l'opulence qui attendent que tout le monde travaille pour eux et qui, eux, ils mangent parce qu'ils ont de l'argent. Mais vous êtes pauvres, mais vous ne produisez absolument rien. Dieu vous a doté tout. Vous avez de l'eau. Vous avez la terre cultivable la plus riche au monde. En Guinée, parfois, même si tu lances des graines sous les toits, à moins que les poussières ne montent pas, hein, si les poussières se couchent sous ces toits-là, tu vois les grains en train de pousser. Tellement que la terre est riche. Mais nous avons une jeunesse dont la forte concentration se trouve à Conakry, où on ne cultive pas. Tout le monde est devenu banabana. Banabana derrière les administrateurs, banabana derrière les commerçants, banabana derrière, c'est même pas. Alors que des projets prometteurs sont des projets agricoles, on abandonne tout. Maintenant, cette situation est là, et vous le savez. Le prix de carburant monte aujourd'hui, signifie l'augmentation ou bien la hausse des prix des denrées, que ce soit de première nécessité ou pas, de toutes les denrées que nous avons besoin. Aujourd'hui, des pays occidentaux
qui raffinent ces produits pétroliers afin de nous envoyer, que nous achetons, ces pays aujourd'hui n'en ont pas. Ils sont en train de piger aujourd'hui dans leurs réserves. De 3 mois et autres. Prions que la guerre là ne continue pas. Si ça continue, voici ce qui va se passer. Les Guinéens seront plongés dans une famine totale. La Côte d'Ivoire est mieux, ils produisent. Le Burkina aujourd'hui est mieux, ils produisent. Mais la Guinée, la Sierra Leone, ces pays-là, là, c'est autre situation. Alors que la Guinée avait beaucoup plus d'avantages que ces autres pays-là. Le Sénégal est mieux, ils produisent un peu, même si ça ne suffit pas. Mais la Guinée produit quoi? On produit quoi? Chers amis, et je vais vous dire, il n'y a aucune politique pour pouvoir nous faire épargner de la situation. Les autorités n'en parlent même pas. Ils n'en parlent même pas. Nous n'avons que 15 jours de réserve de carburant. 15 jours, je vous dis 15 jours. Et ces 15 jours-là, c'est d'ailleurs sous la mer. Les bateaux viennent s'accrocher sous la mer, ils attendent à ce que nous vidons petit à petit et puis c'est fini. Parce que, à leur arrivée, la première méthode pour pouvoir plonger cette population dans la situation de crise, c'était de bombarder, parce que moi ce que je vais dire, bombarder les dépôts de carburant, qui d'ailleurs n'appartient pas à la Guinée. Ce qu'on devrait construire au niveau de Moribaya, stupide que nous sommes, nous l'avons déplacé jusqu'à dans les fins fonds de Mandiana. Moribaya, au niveau du port, qui devrait être construit le port en eau profonde. C'est pourquoi le dépôt a été mis là-bas. Ça serait un grand dépôt qui allait permettre non seulement d'accueillir les carburants de la Guinée, mais aussi d'autres pays qui allaient venir chercher leurs carburants auprès de la Guinée, dans ces choses-là. Mais quand les gens sont venus, je ne vais pas entrer dans les détails de vous expliquer, mais quand les gens sont venus, ils sont partis retirer l'argent. L'argent se trouvait encore au niveau de ce que vous avez. Du service chargé de pétrole et autres. L'argent se trouvait là-bas. L'argent de ce projet, c'était au complet, ça se trouvait là-bas. On a envoyé le document. Iluko Darda. Retirer ce projet. Comment on appelle cet argent, envoyé. Après, le jeune qui était là-bas, qui s'est acheté des maisons au Canada à des coûts de millions de dollars. Le jeune là a tiré ce projet là et il a dit que ce projet allait être réalisé dans son village. Dans son village, tu t'imagines que le dépôt de la Guinée se trouve jusqu'à fin fond de Mandiana. C'est-à-dire les bateaux viennent, ils s'accrochent, on met ces carburants dans les citernes. Tu t'imagines, les citernes là, leur consommation, leurs frais de déplacement, à les déposer dans un dépôt qui se trouve très loin à Mandiana. Et qu'après, on retire, quand on a besoin de distribuer ce carburant à travers tout le pays, qu'on fasse déplacer les citernes encore, aller prendre là-bas, envoyer pour Zérekouré, envoyer pour Kankan, envoyer pour Massanta, envoyer pour tel, envoyer pour tel. Imagine le coût de ça encore. Alors que si ça se trouvait, si le dépôt était construit au niveau du port, ça veut dire que le port de Moribaya, si on arrivait à nous battre jusqu'à ce que ce port soit un port en eau profonde, il serait juste de prendre au niveau de ce port-là, parce que le bateau qui allait venir allait déverser là directement. Le bateau n'allait pas déverser dans les citernes qui allaient partir jusqu'à Mandiana faire les dépotages et revenir. Non. Le bateau allait déverser directement dans les tubes au niveau de Moribaya. Et chaque fois qu'on a besoin de distribuer à tel niveau, les citernes allaient prendre là directement et allaient distribuer. Et avec leur train d'ailleurs, peut-être
on allait avoir des cubes qu'on allait placer au niveau des trains pour pouvoir faire déplacer, comme ils ont dit, que ça serait des trains de transport et de marchandises parfois, pour pouvoir faire déplacer, déverser au niveau, ou bien de distribuer au niveau des différentes villes que le train allait dépasser. Ça allait réduire encore le coût. Mais l'incompétence crée toujours un autre problème. Chaque fois qu'un incompétent résout un problème, ça crée un autre problème encore plus difficile que le problème qu'il a résolu. C'est comme ça. C'est là que la crée à barrer quoi. À bolbol la dika notéine. C'est dans cette situation aujourd'hui que nous nous trouvons. Aujourd'hui, on parle des élections municipales, on parle des élections législatives. Et là, tu trouves des députés, des gens qui veulent être des députés, ou bien des maires et autres. Ils pondent des projets qui ne dépendent pas d'eux aujourd'hui, ils connaissent même pas la fonction du maire. Mais ça sera un jour un sujet de ma part, je vais parler de ce sujet. La fonction d'un député et la fonction d'un maire. Parce que les gens ne connaissent pas leur rôle. Hein. D'autres même font leur campagne comme s'ils étaient le président de la République. C'est-à-dire tout dépend, tous les projets dépendent d'eux. Et je vais faire ceci, je vais construire ça, je vais construire ça. Toi, en tant que député, je vous dis, tu n'as qu'à faire des propositions. Des propositions. Et ces propositions, il n'est pas certain que tes propositions puissent passer. Parce que tu n'es pas le seul député et tu n'es pas là pour développer seulement ta communauté. Non. Donc, comprenez cela. Allez lire très bien ce qu'on appelle un député. Quel est le rôle d'un député? Est-ce que le député a un projet? Il n'a pas de projet. Je vous dis, il n'a pas de projet. Oui. Il peut recueillir, oui, des problèmes de sa communauté et venir les exposer. Mais ça ne veut pas dire que c'est illico dada que ces projets peuvent être réalisés. Non. Et je peux qu'il y ait d'autres projets, il y a d'autres communautés qui souffrent plus que sa communauté. On ne peut pas laisser ces communautés-là prendre sa communauté, alors que tous les Guinéens, nous sommes tous les mêmes. Comprenez très bien, quand vous êtes en train de faire vos campagnes, les maires qui se tapent la poitrine comme président, nous allons construire ceci. Tu as quel budget? Est-ce que tu connais tes ressources? C'est là d'abord. Il faut savoir profiter de tes ressources. Il faut savoir créer d'autres ressources pour augmenter, d'autres liens pour augmenter tes ressources au sein de la commune. Un mec qui ne sait pas le faire. Dans les conditions normales, ce sont des entrepreneurs qui devraient être des maires au niveau des différentes communes. Des vrais entrepreneurs qui ont tiré dans l'entrepreneuriat, qui connaissent très bien les milieux, où ils doivent exercer en tant que maire, qui devraient être maire. Mais toi, tu sors comme ça, nulle part. Tu viens dire que je vais faire ceci, je vais faire cela. Sans même connaître ce qu'on appelle la ressource que tu as. Combien tu gagnes au niveau des différents marchés de ta circonscription? Quels sont les projets dont tu bénéficies? Quels sont les projets ou bien des entreprises qui peuvent te payer une partie des taxes? Parce que tu ne penses pas que les taxes qui se payent dans les communes urbaines ou bien dans les mairies, dans les communes rurales, tous ces taxes-là reviennent seulement à la mairie et autres. Non. Il y a une partie qui va au budget préfectoral, il y a une partie qui part au budget national, il y a une partie qui reste au budget communal. Comprenez très bien. Vous avez des ressources limitées. Il se peut que parfois l'État vous accorde un certain crédit pour certains de vos projets. Mais cela ne reste que le projet de l'État. Que vous serez chargé de l'exécution.
Parce que vous êtes le premier responsable de la commune, pas de la préfecture. Comprenez cela. De la commune, de votre circonscription. Si vous êtes de Massanta, ça se limite seulement à Massanta commune. Je crois les 14 quartiers de Massanta. Ou bien les 20, bon, quel qu'en soit le nombre de quartiers que je ne connais plus maintenant, de Massanta. Ton autorité ne s'étend pas à Sengbedou. Non. Ton autorité ne s'étend pas à Woreme. Non. Ton autorité ne s'étend pas à Balizia. Non. Toutes ces zones-là restent en dehors de ton pouvoir. Donc, tu es le maire de la commune urbaine de Massanta. Tu essaies de recenser toutes les entreprises, les boutiques et autres qui se trouvent dans la zone de Massanta. Et tu essaies de comprendre quelle est la part que la commune peut avoir au niveau de ces entreprises-là. Et si tu n'as pas de ressources, tu dois être capable d'en créer à travers l'accompagnement de certaines zones pour certaines entreprises, à travers l'accompagnement auprès des fils du pays, ou bien des fils de la région, ou bien de la préfecture, de la commune, pour l'implantation de certaines entreprises qui peuvent aussi être des ressources pour la mairie. Connaissant tous ces ressources-là, tu peux au moins penser à certaines activités que tu dois faire, à savoir l'aménagement des espaces culturels de la commune, que tu peux parfois rendre payable, la réparation des toits des écoles, des bancs, l'aménagement des cours des écoles, la construction des latrines au niveau des écoles, tout. Et parfois, la construction des pistes rurales à l'interne de la commune urbaine, pas aller à Sengbendou, ça te concerne pas. Comprenez cela, hein? Vous avez des rôles, mais vous voulez vous prendre pour être commune et maire de tout Massanta. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas, hein? Comprenez très bien. Voilà. Il y a des projets qui sont dans votre commune urbaine. Intéressez-vous à ces projets et quelle est votre part que vous allez gagner de ce projet-là. Les projets-là, si c'est une rente, oui, ils vous déposent cette rente-là. Et si cette rente est déposée, voilà comment la rente aussi doit être utilisée, tout. Procurez-vous des documents. Les députés, des jeunes qui s'agitent aujourd'hui, comme des petits agneaux sur les réseaux sociaux, qui font même des promesses qu'un président même n'a pas le courage de faire. Faites beaucoup attention. Essayez de connaître les limites de vos domaines. Donc, à bon entendeur, salut. Merci à tous qui étaient là, tous qui ont suivi. J'ai été très loin, oui, mais parce que je voudrais faire un peu de récapitulatif sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et depuis 2025 jusqu'à maintenant là où nous sommes. J'y reviendrai et je ferai beaucoup de sorties dans ces derniers temps parce que je suis, s'il faut dire, en congé pour le moment, pour quelque chose de 3 ou 4 jours. Donc, merci à tous qui étaient là et bonne journée à tous. Merci.